Disparition du chef traditionnel des Iforas hier jeudi à Kidal. Intala Ataher s'en est allé à l'âge de 87 ans. Dans ce journal, un aperçu de la vie très chargée du chef traditionnel de la 8e région. 36 milliards de francs CFA au moulin moderne du Mali pour favoriser la production locale de céréales, répondre aux besoins des zones urbaines et rurales du pays. C'est le montant du prêt accordé par 3 institutions bancaires, prêt dont la cérémonie de signature a eu lieu aujourd'hui. Lutte contre Ebola, la Sonatam offre du matériel d'un montant de 20 millions de francs CFA au ministère de la Santé, dont le premier responsable a aussi inauguré un siège des Nations Unies spécialisé dans la lutte contre la maladie. Merci de choisir l'ORTM. Bonsoir et bienvenue à l'information. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Nouakchott à sa descente d'avion. Il a été accueilli par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État a aussitôt réagi à la disparition de Intala Ataher, l'âme locale des Iforas, pour présenter à la famille les condoléances du peuple malien. Nous l'écoutons au micro de Ibrahim Traoré. La nouvelle de la disparition du vieil Intala nous a surpris hier à Nouakchott, aux environs de 22 heures. Nous avons reçu un message nous annonçant le décès de Intala Ataher, âme locale des Iforas, un des piliers de notre pays, de notre nation, dont une dernière correspondance était dans l'optimisme. Nous disons sa foi et sa conviction de retrouvailles maliennes, des Mali réconciliés, des Mali en paix. Cet homme de grande sagesse n'est plus, hélas. Nadra est en deuil, le Mali est en deuil. Dès que nous avons appris la disparition du patriarche, nous sommes entrés en rapport avec sa famille pour présenter les condoléances les plus émues et la vive sympathie de l'ensemble du Mali, la famille de l'illustre disparu, en souhaitant que sa mort soit le ferment d'une nouvelle convergence malienne, d'une nouvelle unité malienne, des renforcements du vivre ensemble au Mali. Nous l'avons connu, nous l'avons pratiqué, toujours d'accueil égal, de partage égal. Il était le père. Et c'est ce que j'ai dit à sa famille quand il était au téléphone. Faisons en sorte que sa mort ne soit pas vaine, qu'il n'ait pas vécu. Je pense que le relais de Ataher qu'il a assuré avec brio, alors que les vents pouvaient être contraires dans la Nadra, déjà à ce moment-là, nous fondent à penser que les graines vivifiantes qu'il aura sémées, surtout en ces dernières paroles adressées à nous, chefs de l'État du Mali, seront porteuses d'un vent fécond qui va nous mettre sur le chemin que nous avons toujours souhaité, d'une fraternité revivifiée, d'une concorde, d'un nouveau pacte national, au sens propre du terme, pacte social, pacte humain, pacte économique, pacte politique. Et c'est cela que nous pouvons dire aujourd'hui. L'histoire se chargera du reste. Que le vieil Intala dorme en paix. Voilà, je rappelle que le président de la République bouclait ainsi une tournée sous-régionale qu'il avait conduite à Abuja, Dakar et Nouakchott. Nous vous proposerons demain la réaction du président Ibrahim Boubacar Keïta qui reviendra sur les conclusions de ce déplacement. Intala Ataher n'est donc plus le chef traditionnel des Iforas et est décédé hier jeudi à l'âge de 87 ans. Son enterrement a eu lieu aujourd'hui à Kidal, un aperçu de la vie très chargée du chef traditionnel de la 8e région du Mali avec Sori Ibrahim Keïta. Il dit qu'ils étaient déjà prêts. Il dit qu'il est très content de l'arrivée de son frère Mohamed El Mehdi, que le président a envoyé. Il remercie beaucoup son excellence Ibrahim Boubacar Keïta d'avoir envoyé son frère et ami Mohamed El Mehdi et qu'eux ils sont pour la paix. Amanokan, qu'il était devenu depuis la mort de son père il y a 52 ans, le chef traditionnel de Kidal, ancien député
était la véritable tour de contrôle de la capitale de la 8e région, recevant toutes les délégations politiques, religieuses et étrangères de passage à Kidal. Je pense qu'aujourd'hui que Kidal perd un homme valable. Moi je suis très très fier de lui, mais je pense qu'il va falloir vite chercher quelqu'un pour, en tout cas, le remplacer, quelqu'un qui aujourd'hui peut, en tout cas, incarner ce qu'il avait incarné il y avait des années. Figure emblématique, influente et respectée, ouvertement partisan d'un Mali un et indivisible aux premières heures de l'indépendance, son cœur balance quelquefois. Ma dernière rencontre avec lui, il était très affecté, il était vraiment affecté. Il souhaitait que vraiment aujourd'hui qu'il y ait un accord avec le Mali, qu'il y ait un accord entre tous les fils du Mali, de quelques horizons qu'ils soient. Je suis en train d'interpréter ce qu'il est en train de dire, qu'il veut un accord entre tous les Maliens aujourd'hui. Il a vu naître toutes les rébellions touaregs du nord du Mali. Après être décédé, ses fils Zaïd et Intala se disputaient la prééminence. Zaïd ne voulait pas entendre parler du tout de Mali. Le gouvernement du Mali s'est mis en rébellion. Intala a accepté de se reconnaître malien et de travailler avec le gouvernement du Mali. Ce que je lui ai rappelé quand j'étais à Kidal lors de la campagne présidentielle, parce que je me suis simplement dit que je ne pouvais pas prétendre à la majorité suprême de ce pays-là si je ne pouvais pas aller partout au Mali, y compris dans une zone litigieuse comme Kidal, pour dire à Intala, je te considère comme un des piliers de ce pays, car dès l'instant où tu as rejoint le président Modibo Keïta, tu as été un cas de l'USRDA, tu as aidé à mettre en place la République du Mali. Commandeur de l'Ordre national du Mali, à 87 ans, il laisse derrière lui 3 enfants et toute une communauté en deuil. Et puis le contenu de ces communiqués relatifs à la disparition de l'âme locale, d'abord celui de la présidence de la République, ainsi libellé l'âme locale Intala Ag Ataher, le chef traditionnel des Iforas, n'est plus que la volonté d'Allah le Tout-Puissant, soit d'un-il ouvrir les portes de son paradis à notre Père, le très sage et le très respecté patriarche qui nous quitte au milieu du gué, que sa famille, ses proches et l'ensemble des communautés nomades du Mali, du nord du Mali, reçoivent mes condoléances attristées ainsi que celles de l'ensemble de la nation. Je mesure l'étendue du vide créé par cette soudaine disparition et m'associe pleinement à la douleur des Iforas et de l'ensemble de la communauté nationale. Nous saluons Nantala et Ag Ataher, un artisan infatigable de la paix dont le charisme et la clairvoyance ont permis chaque fois que de besoin de renouer le fil du dialogue entre les fils du Mali. Puisse sa mémoire nous assister et nous inspirer à œuvrer pour la paix et par-delà réaliser le rêve d'un développement socio-économique et culturel harmonieux pour le Mali en général et pour les régions du Nord en particulier. Nous prions afin que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Amin. Et puis celui de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issaka Sidibé, les membres du bureau, l'ensemble des personnels, des députés et le personnel parlementaire, ont appris avec une profonde tristesse le décès du patriarche Intala Ag Ataher, ancien député du Mali, élu sous la Deuxième République, père de l'honorable Mohamed Ag Intala, le jeudi 18 décembre à Kidal à l'âge de 87 ans. Dans cette douloureuse circonstance, le président de l'Assemblée nationale, au nom de la représentation nationale, exprime à la famille éplorée ses condoléances les plus attristées. Puisse le Tout-Puissant l'accueillir en son sein paradis. Ouverture hier matin dans la capitale mauritanienne du processus de Nouakchott, un sommet qui veut rendre effective la coopération sécuritaire entre les pays membres. Les chefs d'État de la Mauritanie, du Mali, du Niger, du Tchad et du Burkina Faso, présents à cette rencontre, ont tous appelé à un renforcement des dispositifs mis en place et à une étroite coopération entre États. Envoyés spéciaux, Yanya Aliou Traoré, Abdul Salam Bambara.
Ce sommet appelé processus de Nouakchott marque un pas décisif dans la démarche entamée depuis mars 2013 par les chefs d'État maliens, mauritaniens, tchadiens, nigériens et burkinabés pour un Sahel sécurisé. La bande sahélo-saharienne continue d'être classée comme une zone à haut risque par l'existence de trafic en tout genre, notamment les drogues, les armes et même les êtres humains, faisant du coup l'espace est nu de terroristes. Pour donc faire face à ces défis sécuritaires, les chefs d'État s'engagent pour renforcer les dispositifs existants. En somme, faire du Sahel un espace de paix et de prospérité partagée, gage de tout développement. Ce sommet, que c'était à un moment où nos pays se trouvent confrontés à la fois aux défis sécuritaires et de développement, constitue pour nous un véritable cadre politique de concertation et d'action utiles pour notre région sahélo-sahélienne à la recherche de son équilibre et de son épanouissement. La mise en œuvre du processus de Nouakchott traduit la pleine conscience de nos États de cet impératif d'action commune en vue d'assurer la sécurité collective dans la région sahélo-saharienne. À cet égard, notre réunion aujourd'hui, après plus de 2 ans, après le lancement du processus de Nouakchott, constitue une opportunité pour évaluer l'efficacité de nos efforts dans le domaine de la coopération sécuritaire conformément aux objectifs que nous avons arrêtés le 17 mars dernier. Ce sommet devra également définir les actions à mener en faveur de la sécurité et de la stabilité dans la région sahélo-saharienne dans le cadre de la stratégie de l'Union africaine pour notre région. Un espace sécurisé pour un développement global, c'est la thématique du sommet. Ce thème est d'actualité car il s'agit là pour les États membres de s'unir pour vaincre la montée grandissante du terrorisme dans leurs pays respectifs. La rencontre permettra également d'assumer leurs responsabilités dans la promotion de la sécurité régionale par la mise en commun de leurs capacités dans un esprit de coopération, de solidarité et d'intégration. En la matière, le concours de la communauté internationale ne fera pas défaut. L'Union européenne, à côté des grands partenaires, en particulier de l'Union africaine et des Nations unies, veut être présente dans ce processus, dans ces différentes phases, veut l'accompagner, mais aussi effectivement pour essayer d'aider à, on pourrait dire mettre un peu d'ordre, mais en tout cas assurer la meilleure coordination entre les acteurs. À cet égard, la plateforme de Bamako est un élément très important puisque ça va être le rendez-vous des pays de la région avec les partenaires internationaux pour voir comment avancent les efforts de la communauté internationale et surtout les politiques publiques qui sont conduites dans les différents pays sahéliens autour des enjeux du développement et de la sécurité. Le représentant de l'Union africaine a salué la démarche. Smail Chergui demande aux chefs d'État de rester sur la lancée car, dit-il, seul l'engagement des dirigeants constitue le véritable moteur de maintien de la stabilité. Un film sur les actions menées par la Mauritanie contre le terrorisme a été visionné par le public. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui était également en Mauritanie, nous fait ici le point de la déclaration finale issue de ce premier sommet de Nouakchott qui a pris en compte les préoccupations maliennes. Abdoulaye Diop est au micro de nos envoyés spéciaux. Nous nous félicitons du fait que la déclaration a clairement enregistré les avancées qui ont été enregistrées dans le cadre du processus des pourparlers intermaliens en Algérie. Mais en même temps, il y a un appel qui a été lancé aux différents groupes ou mouvements avec lesquels nous négocions pour qu'ils se démarquent clairement des groupes terroristes, comme cela est indiqué dans les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi les chefs d'État ont réaffirmé leur attachement à l'unité du Mali, à son intégrité territoriale et au respect du caractère laïque et républicain du Mali, mais aussi, surtout, dans le contexte particulier de ces négociations, ils ont réaffirmé leur attachement au caractère unitaire du Mali et souhaité que toutes les parties maliennes s'engagent résolument pour la conclusion d'un accord le plus vite possible et surtout à la reprise des négociations en Algérie. Deuxième point clé pour le Mali, c'est que, comme vous le savez, le Mali va abriter en février
une réunion des ministres de la Défense et des chefs d'état-major au Mali et qui nous permettra aussi d'apporter notre contribution dans le cadre de ce processus. Troisième point clé pour nous, c'est qu'il y a une résolution demandant désormais de pouvoir opérationnaliser la demande malienne pour la création d'une force de réaction rapide africaine dans le cadre de la mission des Nations Unies. Et par rapport à cela, il y a une réunion d'experts qui est aussi convoquée en février pour voir dans quelle mesure cette force peut exister et quel peut être le rôle des différents pays du Sahel. Bon, au-delà de ça, de façon générale, les pays ont décidé de renforcer leur coopération dans tous ces domaines et d'inviter les différentes structures à se mettre en place le plus rapidement possible. Et nous espérons que d'ici le prochain sommet, la feuille de route qui a été convenue au niveau des chefs d'État permettra d'enregistrer des avancées concrètes de ce processus de Nouakchott qui met en place un espace indispensable pour la sécurité de nos pays. Le Mali quand même a fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, nous n'enregistrons pas de nouveaux cas d'Ebola, mais malgré tout, nous avons pensé qu'il faut rester vigilant et la délégation malienne a demandé que cette question aussi figure dans la déclaration, ce qui a été fait. Aujourd'hui, cette question est considérée comme aussi une des menaces à la paix et à la stabilité et un appel a été lancé à l'ensemble de ces pays pour rester vigilants, mais aussi la communauté internationale a été invitée à continuer à apporter son appui au pays. L'Union africaine elle-même a déployé beaucoup d'efforts et a mobilisé des ressources humaines et des ressources financières en soutien au pays et la Commission accompagnera aussi les pays dans le cadre de la mission qui a été mise en place par l'Union africaine à cet égard. Toujours à Nouakchott, le chef de l'État a reçu en audience le président par intérim de la Libye avec Aguila Saleh Inakider. Il a été question de sécurité et de coopération. La Libye qui compte intensifier très prochainement les relations d'échange entre nos deux pays. Nous écoutons Aguila Saleh Inakider au micro de nos envoyés spéciaux. Faire un échange des idées entre M. le Président du Mali en ce qui concerne la situation dans le Sahel et le Sahara, particulièrement le problème du terrorisme et comment on peut combattre le terrorisme effectivement. Et nous avons aussi demandé à M. le Président du Mali d'assister l'aspect de légitimatie à la Libye, particulièrement le Parlement de la Libye et le gouvernement, particulièrement dans le contexte de conférences régionales et mondiales dans le cadre de l'Afrique, tant pour assurer les bonnes relations historiques et stratégiques entre la Libye et le Mali. Quand la situation sera calme, nous avons la volonté de continuer les relations entre les deux pays très fortes. C'est une relation historique, c'est la relation entre les deux pays, c'est aussi les relations dans tous les domaines. Retour à Bamako avec le Premier ministre qui a présidé ce matin la session annuelle du comité de supervision de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette réunion avait pour objectif de faire le point de la mise en œuvre de l'initiative dans notre pays. Des rapports sont régulièrement publiés et la dotation budgétaire est passée de 37 à 107 millions de francs CFA entre 2013 et 2014. Mohamed Diarra. En 2011, le Mali a respecté les normes de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE. En d'autres termes, notre pays fait office de bon élève en matière de gestion des ressources issues du sous-sol. C'est le premier enseignement que l'on peut tirer de cette réunion qui fait le point de la mise en œuvre de l'ITIE au Mali. Dans la gestion des revenus issus de l'industrie extractive, le Mali veut être le plus transparent possible. Et donc, le fait d'être déclaré conforme nous oblige à continuer à répondre à certaines exigences. Faire un travail de collecte des paiements qui sont déclarés par les sociétés minières et puis des recettes qui sont aussi reçues et déclarées par les régies financières de l'État. En adhérant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2006, les autorités maliennes ont fait le choix d'une nouvelle politique de gouvernance. Le secteur minier, c'est à peu près 8% du produit intérieur brut de notre pays, mais plus du quart de nos ressources fiscales, 26% des ressources fiscales de l'État. Si on applique la transparence dans ce domaine, il y a beaucoup de situations qui seraient mieux expliquées, mieux acceptées, mieux comprises. C'est pourquoi cette initiative est une initiative salvatrice.
Le Mali doit donc maintenir le cap avant l'échéance de 2016 pour une seconde évaluation de la mise en œuvre de l'ITIE. Pour y parvenir, il faudra mettre l'accent sur la dissémination des différents rapports produits. Il faut que nous puissions, dans les codes miniers, dans les codes pétroliers, dans d'autres textes, mettre la transparence comme un objectif majeur. Rendez-vous est pris dans quelques mois pour une évaluation nationale des différentes recommandations issues de cette réunion. Voilà, nous retrouvons le Premier ministre Moussa Mara qui a présidé hier les travaux du comité interministériel du suivi des projets et programmes de développement. Les échanges ont fondamentalement porté sur l'analyse de l'examen de ces projets de la Réunion. Il ressort que le niveau d'exécution des différents projets est satisfaisant. Reportage de Youssouf Diakité. Le Premier ministre Moussa Mara, en présidant les travaux de ces comités interministériels de suivi des projets et programmes de développement, voulait s'assurer de l'effectivité des 10 projets et de leur niveau d'exécution. Il s'agit du projet d'appui à la filière coton-textile, du projet système hybride d'électrification rurale. À ceci, il faut ajouter le projet d'appui à la productivité agricole au Mali. De la réunion, il ressort globalement que les projets examinés au cours de cette rencontre ne présentent pas de difficultés majeures. De même, la revue du projet d'appui à la productivité agricole au Mali a révélé des progrès notables dans sa mise en œuvre. En conclusion, le Premier ministre a recommandé la poursuite des actions nécessaires à la réalisation du projet de la construction de la route Kona-Koriansé-Tonga et l'aménagement de certains sites, afin de mettre en valeur des immenses potentialités et donner espoir aux populations concernées. Place de la République à présent, les élus de la nation ont voté hier 3 projets de loi. Il s'agit donc du projet de loi portant statut général des fonctionnaires et 2 autres relatifs à la modification de la loi portant création de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ et celui modifiant la loi portant création du Fonds national pour l'emploi des jeunes. Nous aussi, Sissoko. Le projet de loi de ratification de l'ordonnance portant modification de la loi relative au statut général des fonctionnaires a été adopté à l'unanimité des députés présents. Le présent projet répond à un besoin d'adaptation du statut général des fonctionnaires au système LMD, licence, master, doctorat. La préoccupation de la fonction publique, c'était vraiment de pouvoir ouvrir le palier à ceux qui possèdent ce nouveau diplôme et de les intégrer en catégorie A, conformément aux directives de l'UMOA. Et donc le premier palier de la catégorie A de la fonction publique maintenant commence par la licence au lieu de la maîtrise. Non, ce ne sera pas une loi rétroactive dans la mesure où on dit que c'est un premier contingent qui a été là en 2013. Ça va commencer par ça. Par cette loi, la 3e classe de la catégorie A comportera 7 échelons au lieu de 6. Les fonctionnaires de la catégorie A qui sont au 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e échelon seront transposés respectivement au 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e échelon de la 3e classe. Ainsi, la catégorie A passe de 16 à 17 échelons, soit 34 ans pour arriver au 3e échelon de la classe exceptionnelle dans le cas du fonctionnaire qui avance tous les 2 ans. Si l'on y ajoute l'année de stage, cela équivaudrait à 35 ans de service. Quant aux 2 autres projets de loi initiés par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ils sont relatifs à l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ et au Fonds national pour l'emploi des jeunes FNEJ. Ces projets de loi ont eu l'aval de tous les députés présents à la plénière. Le président du conseil d'administration des EPA doit être le ministre des tutelles, alors qu'au niveau de l'APEJ, ce n'était pas le cas. Donc il y avait les ministres qui n'étaient pas le président du conseil d'administration, et puis il y avait le président et le directeur de l'APEJ, et puis le président du conseil d'administration. Donc nous avons voté cette loi aussi dans le but de corriger ces bisvalines qui existaient au niveau de cette structure. Les élus de la nation ont également suivi une communication de l'Assemblée nationale sur l'exploitation des ressources naturelles, ainsi que la présentation des nouveaux groupes parlementaires constitués par 21 partis politiques dont l'ADEMA PAICJ. Ce groupe parlementaire se réclame de la majorité présidentielle. Après la Cour suprême, l'ambassadeur du Mali aux États-Unis a été reçu en audience par la Haute Cour de justice. C'était ce matin à l'Assemblée nationale. Les échanges là ont porté sur le rôle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. M. Koulibaly a demandé les conseils et les bénédictions du président de la Haute Cour de justice. L'ambassadeur du Mali aux États-Unis donc reçu en audience par le président de la Haute Cour de justice. C'était ce matin
à l'Assemblée nationale du Mali. 3 institutions bancaires viennent d'accorder un prêt de 36 milliards de francs CFA au Moulin moderne du Mali au titre de son projet pour favoriser la production locale de céréales et répondre aux besoins des zones urbaines et rurales du pays. Mamadou Sidibé. La convention de financement des projets qui vient d'être signée concerne l'extension des activités des moulins modernes du Mali. Le projet est financé à hauteur de 36 milliards de francs CFA par les institutions bancaires de développement. Il s'agira pour le projet de créer une agriculture moderne, structurée, compétitive et parfaitement intégrée dans l'économie nationale et sous-régionale. L'emploi direct, ce sera dans tous les secteurs, que ce soit secteur technique, secteur aussi bureautique. C'est estimé à 400 personnes. Selon les partenaires financiers, c'est la première fois au Mali qu'une banque accompagne ainsi son client dans le secteur de l'agro-industrie. La présente signature de convention vient du coup confirmer le riche partenariat entre le groupe Keïta et les institutions bancaires, et le projet ainsi financé répond véritablement aux besoins de notre pays. Dans notre approche, c'est de dire que l'État crée le cadre et fait en sorte de faciliter les choses et les opérateurs créent la richesse qui en fait au bout du compte doit bénéficier à chacun d'entre nous, soit à travers les emplois qu'il crée, soit à travers des ressources qui tournent et qui sont peut-être logées dans les banques qui ont l'occasion d'être prêtées à d'autres pour se développer. Voilà autant de facteurs qui font que vraiment nous saluons ce projet. En apposant sa signature, le PDG des Moulins modernes du Mali a invité les jeunes à la détermination, au courage et à l'entrepreneuriat. Le Conseil national du patronat du Mali apporte un appui financier de 11 500 000 francs CFA et des vivres au ministère en charge de la solidarité, de l'action humanitaire et de la reconstruction des régions du Nord. Ce geste intervient dans le cadre du mois de la solidarité parrainé par Moussa Bala Koulibaly. Compte rendu de Abdul Karim Kaba. Des ustensiles de cuisine, des vivres, plus une somme de 11 500 000 francs CFA, c'est la contribution du Conseil national du patronat du Mali. Ce don a été collecté pour aider les plus démunis à l'occasion du mois de la solidarité. C'est un devoir accompli, parce que le gouvernement s'est chargé de cette solidarité-là, mais fondamentalement dans notre société, c'est les familles qui doivent assurer la solidarité entre ses membres. Donc nous formons une grande famille, tous les Maliens, et chaque fois qu'on a l'occasion de participer à des gestes de cette nature-là, c'est une satisfaction réelle. Symboliquement, c'est aussi une implication du patronat à mettre en place une instance qui va se charger désormais de canaliser les ressources du patronat, mais aussi de faire que le patronat puisse s'impliquer dans tout le processus de la gestion et de l'administration de l'action de solidarité et de l'action humanitaire dans notre pays. Le ministre Konaté n'a pas manqué de rendre hommage à Moussa Bala Koulibaly, dont la personnalité a permis de connecter ses dons. Cela est un témoignage du respect qui voue le monde des affaires et des entreprises au président d'honneur du Conseil national du patronat du Mali, Moussa Bala Koulibaly. Page Ebola de ce journal, le ministre de la Santé a présidé cet après-midi une cérémonie de remise de matériel de lavage des mains offert par la Sonatam pour un montant de 20 millions de francs CFA et a procédé à l'inauguration d'un siège des Nations Unies spécialisé dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Mahamadou Doumbia. En remettant ces lots de matériel d'un coût de 20 millions de francs CFA, la Sonatam vient ainsi apporter son aide à travers le ministère de la Santé. Il s'agit pour nous aujourd'hui de contribuer de manière concrète au soutien aux efforts de prévention et de sensibilisation contre cette maladie. C'est ainsi que la Sonatam, depuis sa privatisation en 2002, a régulièrement pris part de façon volontaire à plusieurs initiatives. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, chers invités, nous espérons que la présente action contribuera tant soit peu à renforcer vos moyens dans la lutte contre cette terrible maladie. Le lot de matériel d'une valeur de 20 millions de francs CFA est appréciable et nous permettra de lutter efficacement contre la maladie.
Suite à cette cérémonie, les Nations Unies ont aussi ouvert un siège pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. Le fait qu'il n'y avait pas un cas depuis combien de temps maintenant? Plus de 3 semaines. 3 semaines veut dire que vous avez vraiment fait le nécessaire pendant une période difficile. Je voudrais vous féliciter. On sait qu'on doit garder notre vigilance et on doit continuer d'être prudent pendant cette période. L'UNME a ouvert un bureau ici et a choisi le représentant de l'OMS pour diriger ce bureau. Je peux considérer ça comme une chance pour nous. C'est le signe de la continuité. Nous ne pouvons que nous en réjouir. En plus de son siège situé au Ghana, la mission des Nations Unies pour la lutte contre Ebola est aussi établie dans les 3 pays les plus touchés par Ebola. Il s'agit du Libéria, de la Sierra Leone et de la Guinée-Conakry. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication a bouclé cet après-midi sa visite dans la région de Sikasso. Accompagné d'une forte délégation, le ministre Mahamadou Kamara a pu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'installation de la fibre optique et des installations de caméras de surveillance dans la ville de Sikasso. Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du projet e-gouvernement, un projet cofinancé par la Chine. Envoyé spéciaux Abdraman Dokatraoré, Mohamed Ould Mamouni. Si les travaux de l'installation de la fibre optique vont bon train dans la ville de Sikasso, l'installation des caméras de surveillance, elle, est presque terminée. Les travaux sont exécutés à hauteur de 80%. Ce serait en tout 20 caméras de ce genre avec 360 décrets de rotation qui seront implantés dans des sites stratégiques de la ville du Kénédougou. D'autres caméras seront hébergées par ce pylône long de 30 mètres. Ces constats ont été faits par le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Les travaux de fibre optique dans la région de Sikasso sont bien avancés. Et il y a des caméras de surveillance qui sont déjà installées, elles sont au nombre de 20. Et il y a ce pylône-là qui permet justement de transférer l'information. Donc ça montre que la fibre optique, ça n'est pas seulement des tranchées et un fil qu'on installe sous la terre. La fibre optique, c'est aussi des applications, notamment sécuritaires, pour permettre de sécuriser davantage notre pays et nos populations. C'est ce centre qui reçoit en temps réel les données envoyées par les caméras de surveillance. Là encore, des matériels doivent être installés. Des matériels dont la compatibilité d'alimentation en énergie par EDMSA reste encore à valider. Le ministre Kamara s'est ensuite rendu dans les stations régionales de la Poste, de 2 radios privées de la place, le bureau de la MAP, l'ORTM Sikasso et d'autres services. Il a visité les installations et a rencontré les personnels. Les échanges ont porté sur les difficultés qui rencontrent ces services régionaux. Il y a globalement, aussi bien à la MAP qu'à l'ORTM, des problèmes de moyens. Des moyens techniques, des moyens en termes de locaux, notamment à la MAP qui malheureusement n'a pas un siège digne de ce nom. Et nous y travaillerons pour 2015 afin que les travaux qui ont démarré soient achevés le plus vite possible. Un problème de personnel, notamment à l'ORTM, où nous constatons que la station régionale fait beaucoup pour contribuer aux programmes qui sont diffusés à l'ORTM, notamment au JT, et qu'elle le fait avec des personnels très limités. L'objectif que nous avons, vous le savez, à terme, c'est que nous ayons au Mali des télévisions régionales, et dans ce sens, il y aura une télévision ici, à Sikasso. Dernière étape de la visite, la rencontre avec les notabilités de la ville de Sikasso. Le ministre Kamara s'est dit satisfait de sa visite dans la région sikassoise. En janvier prochain, il est prévu d'autres missions dans les régions de Caille et de Ségou. En deuxième région, le ministre de la décentralisation et de la ville a lui présidé une rencontre sur la problématique de l'implication des autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion des affaires locales. L'idée est de clarifier le concept d'autorité traditionnelle et coutumière afin de définir le rôle de ces couches sociales en matière de gouvernance. Brema Kouné. Des élus communaux, des chefs de quartier, de villages et des chasseurs de la région de Koulikoro ont échangé largement sur une cause nationale, celle qui consiste à impliquer les autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion des affaires locales. Elle est une initiative des plus hautes autorités du Mali. Pour nous, c'est une très très bonne chose. La gestion des choses, que ce soit des litiges, que ce soit du développement, toutes ces choses-là passent par les chefs d'abord. Si on se retrouve, on se parle, on se dit ce qui ne va pas,
Bon, ça, je crois que ça va vraiment contribuer à améliorer nos rapports et pour le bonheur de tous les Maliens. Le ministre de la décentralisation et de la ville estime que pour donner une impulsion décisive à la régionalisation, il faut nécessairement définir le rôle des autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion des affaires de leur localité. Les états généraux de la décentralisation qui ont été tenus après l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta ont demandé d'aller installer un débat pour voir comment les autorités traditionnelles et coutumières peuvent s'impliquer dans la gestion des affaires publiques pour qu'on trouve les solutions de sortir à cette crise. Les participants devront identifier les pistes et moyens permettant l'implication des autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion des affaires locales. Les recommandations issues de cette rencontre devront beaucoup contribuer à instaurer la régionalisation tant prônée par le gouvernement du Mali. Le ministre de la Jeunesse et de la Reconstruction citoyenne était lui hier à Kangaba pour visiter la maison des jeunes de Kangaba en chantier depuis 2006. Le ministre a profité de l'occasion pour se rendre au centre de santé de référence afin de s'enquérir des dispositifs sanitaires mis en place dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Sekona Kamisoko. Bientôt, la maison des jeunes de Kangaba va redémarrer. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne l'a affirmé lors de sa visite à Kangaba. Les travaux de l'infrastructure débutés en 2006 ont connu des difficultés dans leur exécution. Il y a eu des investissements qui ont été faits et qui n'ont pas été achevés et qui font qu'aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas exploiter. Donc nous nous sommes dit il faut s'investir pour finaliser cela, pour le bonheur des jeunes qui pourront y mener des activités. Mais avant de commencer, nous tenions à venir voir de visu ce qu'il y avait déjà comme existant pour pouvoir planifier le reste des travaux envisagés. Après la maison des jeunes en chantier, le ministre et sa délégation se sont rendus au centre de santé de référence de Kangaba pour constater les dispositifs sanitaires mis en place dans le cadre de la lutte contre la fièvre à virus Ebola. Là-bas, la délégation s'est d'ailleurs soumise aux séances de lavage des mains au savon et la prise de température. Le visiteur du jour s'est dit satisfait du travail abattu par les autorités sanitaires locales. Je me réjouis de voir que le dispositif que nous avons initié depuis l'entame de la crise au niveau de la Guinée est toujours en place. Même mieux, il se renforce. Vous le savez, notre partenaire privilégié, c'est le ministère de la Jeunesse. Nous appuyons le dispositif qui a été mis en place à travers notamment le recrutement de médecins, épidémiologistes, de sages-femmes, d'infirmiers, d'agents de santé, bref, de tout le personnel de santé pour renforcer le plateau technique. C'est ça qui pourra plus tard nous servir à maintenir le cap. Auparavant, le ministre et sa délégation avaient rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Kangaba. Fin ce matin des travaux de la session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako. Cette dernière session de 2014, démarrée le 17 novembre dernier, a duré 25 jours. 100 dossiers étaient au rôle général de cette session. Caribou Pérou. 84 affaires ont été jugées et 16 renvoyées à la prochaine session sur les 100 dossiers inscrits au rôle général de la Cour d'assises de Bamako. Au plan des sanctions privatives de liberté, la Cour a examiné 29 peines d'emprisonnement ferme, 15 condamnations avec sursis, 23 acquittements, 30 condamnations par contumace et 3 cas d'action publique éteinte. Au plan des sanctions pécuniaires, plus de 5 millions de francs CFA d'amendes ont été prononcées, 28 millions pour les dommages et intérêts et plus de 246 millions de francs CFA au titre des remboursements ordonnés. La recherche de la vérité ne saurait être un travail approximatif. Si la Cour d'appel, et j'en suis convaincu, et si que les autres juridictions disposent de ressources humaines, matérielles et financières conséquentes, les lourdeurs dont on affiche la justice seront très vite du triste souvenir. Le juge d'instruction suivant l'article 90 du Code pénal doit procéder conformément à la loi à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Un dossier d'instruction doit être, selon les bâtonniers, un chef-d'œuvre, donc loin d'un laxisme coupable. L'œuvre de justice est appelée à s'améliorer. Et je viens de faire remarquer que nous avons besoin qu'il y ait un double degré de juridiction pour que les décisions d'appel, les décisions d'assises puissent être frappées d'appel. Malheureusement, c'est des décisions qui sont rendues par la Cour d'appel et qui ne sont déférées que devant la Cour suprême et pour être jugées simplement en droit. La présente session a révélé de nombreuses infractions économiques ou d'atteinte aux biens publics par détournement, corruption et faux et usage de faux. Pour lutter contre ce fléau,
Il convient de bien intégrer l'éducation civique et morale dans les programmes de l'enseignement pour cultiver l'amour de la patrie chez les citoyens dès le bas âge. Voilà les décisions de justice de la Cour d'assises de Bamako. Il revient maintenant aux citoyens de comprendre qu'au-delà de la sécurité nationale, une bonne distribution de justice découle aussi d'une vertu éducative. Le projet de budget 2015 de l'Office national des produits pétroliers ONAP est de plus d'1 milliard de francs CFA. Il est en baisse de 16,19% par rapport à 2014 où il était d'1 milliard 455 millions de francs CFA. Parmi les actions menées, on note le renforcement de l'approvisionnement en produits pétroliers et la réalisation de l'étude de faisabilité d'un dépôt de stockage des 10 produits. Moïse Traoré. Le projet de budget 2015 de l'Office national des produits pétroliers ONAP est de 1 milliard 219 millions. Les principales activités que nous comptons mener, de négocier avec les pays fournisseurs les meilleures conditions d'achat de ces produits-là par nos opérateurs. Et également de négocier le passage par les pays côtiers des produits pétroliers que nos opérateurs auront acquis sur le marché international. L'équipement de l'ensemble des dépôts pétroliers en compteur volumétrique, je pense que cela est très important. Il est important pour notre Assemblée de faire l'état des lieux de dotation de l'ensemble des dépôts avec cet équipement incontournable au niveau des dépôts pétroliers. La 29e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Office national des produits pétroliers ONAP se tient dans un contexte marqué par une chute significative du cours du pétrole brut, environ 40% sur le marché international. Comme pays enclavé, on peut s'en réjouir, mais d'autre part, il est important qu'on profite de cette accalmie pour vraiment regarder ce qu'on peut faire par rapport à l'organisation du secteur. Le Conseil d'administration de juillet 2014 avait recommandé des réaménagements pour faciliter la fluidité des mouvements dans et autour du dépôt ex-Pétrostock de Caille. On doit respecter une marge de manœuvre autour du dépôt pour que la population ne soit pas endommagée en cas de pépin, on ne le souhaite pas. Les principales missions de l'ONAP sont la sécurisation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et le contrôle de qualité des 10 produits. Le cercle de Bougouni a reçu la visite des élus communaux de Kidal. L'initiative vise à booster davantage le jumelage existant entre Bougouni et Kidal, mais aussi à raffermir les liens séculaires par des séances de travail, des échanges et des visites. Le point avec nos envoyés spéciaux Al-Jumatina, Aliou Bekone. Le jumelage entre le cercle de Bougouni et la région de Kidal, qui date de longtemps, est au beau fixe. Le geste qui témoigne de la parfaite collaboration permettra de raffermir les liens d'amitié et de fraternité entre Kidal et Bougouni. Si les élus de Kidal viennent rendre visite à leurs frères et amis de Bougouni, ça contribue vraiment à prouver à l'opinion publique nationale et internationale qu'il n'y a pas de problème entre les Maliens. Il n'y a pas de problème nord-sud. Le séjour des élus communaux a été marqué par des échanges avec les autorités communales, administratives et coutumières du Bani Mounetier, en vue de raviver leur jumelage. Les autres ont profité pour visiter quelques endroits de Bougouni, notamment la coopérative des femmes de Tourakabougou qui transforme les produits agricoles. Ensuite, l'usine CMDT2, puis la coopérative des productrices de beurre de karité des Antiebougou. Le Mali, c'est ce que vous avez vu. C'est la symbiose, c'est la cohésion. Moi, je me sens plus qu'à Essouk. J'ai retrouvé ici des amis. Moi, quand tu viens à Bougouni et que tu as vu l'accueil commun chaleureux qui nous a été réservé, on va oublier même l'insécurité. Je remercie Dieu pour m'avoir donné vraiment la chance d'être dans cette mission. Que les amis, les frères jumeaux de Kidal viennent à Bougouni pour venir s'exprimer, pour venir nous parler, cela dénote d'une grande option des gens de Kidal, option de la volonté nationale
de rassembler ses fils et que les fils se parlent. Je suis très satisfait d'abord de l'organisation matérielle de cette mission, mais également de toutes les discussions qui se sont passées au cours de ces 2 jours-là, où les élus entre eux ont pu aborder des grands sujets de préoccupation qui les intéressent et qui intéressent les 2 communes également. Les 2 parties ont salué l'accompagnement de l'Association des municipalités du Mali et promettent de se retrouver dans un proche avenir pour d'autres activités. Les activités de la foire de fin d'année du marché des Halles de Bamako ont été officiellement lancées hier après-midi. Cette foire de vente promotionnelle vise à mieux faire connaître les Halles de Bamako où il y a encore des magasins inoccupés. Wakar Sissoko. Cette foire de fin d'année s'est fixé un double objectif: relancer les activités commerciales aux Halles de Bamako et faire connaître davantage le marché des Halles de Bamako, qui est un commerce moderne avec toutes les commodités requises. L'État a organisé 625 magasins. Les commerçants ont eu ces magasins-là de manière gratuite. Donc pendant 6 mois. Après, on va commencer à payer ces magasins-là. La rue n'est pas occupée. Les commerçants sont là, mais il n'y a pas de vente. Donc c'est difficile pour un commerçant de vivre sans vente. C'est pour cela qu'on a organisé la foire là, pour que vraiment le hall soit connu par tout le monde, que tout le monde sache que désormais il y a un marché moderne au Mali qui s'appelle Hall de Bamako. Sur l'étage du Hall de Bamako, il y a toutes sortes de produits. Les produits maliens, les produits étrangers, il y a aussi la restauration. Il y a la restauration malienne, il y a la restauration togolaise, la restauration sénégalaise. On a fait des promos. La foire est une opportunité pour les clients de se ravitailler en produits et articles de tout genre. Les autorités qui ont fait le déplacement ont visité les magasins et les marchandises exposées. Cette foire commerciale de fin d'année se poursuit au Hall de Bamako jusqu'au 2 janvier 2015. Le rappeur franco-congolais Youssoufa est à Bamako depuis hier soir. Cette sommité du rap mondial donnera un concert géant demain samedi au stade omnisport Modibo Keïta de Bamako. À ses côtés, 3 artistes de renom de notre pays. L'annonce a été faite ce matin par les organisateurs au cours d'une conférence de presse suivie par Modibo Soiré. Première visite à Bamako et premier concert dans notre capitale de la star du rap français. Youssoufa, fils de l'un des monuments de la musique africaine et précurseur de la rumba congolaise Seigneur Taboulé Rochero, est un artiste qui fait aujourd'hui parler de lui dans le milieu hip-hop. Et le public bamakois va découvrir ce procès d'écriture musicale dans le cadre d'une tournée internationale entamée depuis quelques mois. À la base, je fais une tournée africaine qui dure déjà depuis 1 an et demi. Où je tenais à aller un peu dans tous les pays d'Afrique, même ceux dans lesquels que je ne connaissais pas. J'ai jamais eu l'occasion de venir au Mali et au fait, je cherchais la bonne occasion, en fait, des promoteurs, etc. Et ça n'a pas pu se faire. Et puis aujourd'hui, il y a une belle occasion, c'est que je travaille avec Orange depuis déjà quelques mois et il y a une campagne pour un téléphone qui sort qui s'appelle le Pixie et le Pixie Max, et ils ont eu l'idée de solliciter un concert à moi pour avoir un angle culturel aussi sur cette sortie, parce que je fais un titre inédit qui est en exclusivité sur le titre. Né à Kinshasa, Youssoufa débarque dès son jeune âge à Bruxelles, en Belgique, avant de partir s'installer à Paris. C'est dans la capitale française, après de brillantes études universitaires, qu'il se consacre pleinement à la musique, une passion devenue aujourd'hui un métier pour lui. Au cours de cette conférence de presse, les journalistes ont été édifiés davantage sur le parcours de ce musicien pétri de talent et plein d'imagination. L'artiste partagera ce week-end la même scène avec Safi Diabaté et 2 ténors du rap malien, Ibawan et Master Soumi. C'est une fierté de partager la scène avec ce grand frère, et ce téné, et puis surtout cette star aujourd'hui qui est réputée partout, qui est sollicitée dans tous les grands festivals, sur toutes les grandes scènes. Moi je pense que c'est une fierté pour nous et puis une expérience, parce qu'on va le suivre après notre prestation. Moment de communion certes, mais aussi d'expérience entre ces jeunes artistes maliens et une sommité du rap qui totalise 4 albums depuis le début de sa carrière solo. Ce show gratuit est une initiative de Orange Mali dans le cadre de la sortie de son nouveau smartphone en guise de cadeau de nouvel an à sa clientèle. Le concert de Youssouf a donc demain samedi au stade omnisport Modibo Keïta pour les amateurs de rap. C'est la fin de cette édition. Nous remercions de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Bonsoir.